Donc, écoutez, bonjour, je suis Marie-Pierre Vieux, donc je suis l'une des animatrices de la Fondation Copernic. Et on a décidé pour ce samedi de Copernic du mois de février de consacrer le thème de débat aux questions du secteur aérien. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il y avait une actualité début février qui était le sommet de l'aviation à Toulouse, dans le cadre de la présidence européenne de l'Union européenne, mais qui était de la présidence française, pardon, de l'Union européenne, mais qui était surtout un moyen d'aborder des questions de fond, notamment celle de la décarbonisation. Et donc, il nous a semblé important de débattre de ce secteur ce matin, d'autant que sur Toulouse, on va se transporter via Zoom sur Toulouse, on a une lutte et un collectif qui a émergé et qui rassemble tout à la fois des militants altermondialistes historiques. On parle de la bande des quatre avec ATTAC, avec Copernic, les Amis du Monde Diplo et l'Université populaire de Toulouse, mais agrège également des acteurs sociaux au sens plus classique et notamment des syndicalistes. Et pourquoi? Tout simplement pour essayer, dans une position partagée, de disséquer les enjeux environnementaux qui sont posés au secteur aérien, mais également les faire cohabiter avec l'enjeu démocratique et l'enjeu social dans un horizon qu'on puisse partager. Et avec le fait que l'aéronautique tout entière est impactée directement par la crise Covid et qu'aujourd'hui, on traverse un paradigme qui fait qu'on ne pourra plus jamais penser cette filière comme on l'a pensé il y a seulement 15 ans. Donc, je vous présente les deux débatteurs. Pascal Gassiot, d'abord, qui s'occupe de l'antenne de Copernic sur Toulouse et qui participe de beaucoup de collectifs sur la place toulousaine. Et puis Bonjour également, comment tu vas te Bonjour présenter? Marie-Pierre. Voilà. Et Maxime Léonard, qui lui-même est salarié à Airbus et responsable syndical. Lui-même se présentera plus avant. Alors peut-être Pascal, je vais te céder la parole tout de suite en te lançant sur ce qui est sorti justement des 2 jours de sommet européen et qui allait au-delà de l'Europe, puisqu'on a 42 pays qui ont adopté une déclaration commune avec l'objectif partagé de 0 émission nette de transport aérien à l'horizon 2050. Donc, comment réagis-tu à cette déclaration et comment avez-vous décidé de vous projeter dans l'avenir? Merci Marie-Pierre. Écoute, concernant le sommet de l'aviation, on peut constater une première chose. D'abord, ce sommet qui était donc à Toulouse, organisé sous l'égide de la présidence française de l'Union européenne, a été l'occasion de faire une opération que nous, on a qualifiée de quasi clandestine, parce que jusqu'à 48 heures avant le début du sommet, personne ne savait où il allait se tenir à Toulouse. Un certain nombre d'entre nous pensent que c'était pour éviter toute velléité qu'est un certain nombre de gens comme nous de faire éventuellement une sorte de contre-manifestation ou quelque chose qui irait directement interpeller ces décideurs politiques et économiques. Et donc, ça montre que quelque part, ils n'aiment pas ou ils ne veulent pas vivre sous la pression, pour nous positive, des salariés, des habitants ou des citoyens du territoire quand il s'agit de parler des enjeux de l'aviation. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est sorti de ce sommet une déclaration que j'ai personnellement qualifiée lors d'un entretien avec un journaliste devant l'aéroport de Blagnac comme une déclaration chamallow. Alors, ce n'est pas pour faire de la pub pour des bonbons dont certaines se souviennent, mais parce que c'était une déclaration absolument creuse, sans goût, fade, inintéressante, et voire par certains côtés, d'après nous, mensongère. Alors, pourquoi mensongère? C'est parce que dans le point 9 de la déclaration, de cette déclaration, ils annoncent que, globalement, adopter un objectif ambitieux à long terme pour les émissions de carbone de l'aviation internationale conformément aux objectifs de température de l'accord de Paris. Alors ça, je vais en parler dès le début de mon intervention, de cet aspect-là, parce qu'on sait, nous, après les études scientifiques qui ont été menées sur la région toulousaine, à travers les enseignants-chercheurs de l'ISAE Supaéro, qui est la grande école internationale des métiers de l'aviation, que si on veut respecter les accords de Paris, c'est-à-dire ne pas dépasser 1,5
degrés C, degrés centigrades d'augmentation de la température d'ici 2050, si on veut respecter cet accord et que l'aviation prenne toute sa part dans l'atteinte de ces objectifs, on va mécaniquement vers à minima une stagnation du transport aérien et plus vraisemblablement une décroissance de celui-ci. Et donc, on ne voit pas comment ces gens-là peuvent nous annoncer respecter l'accord de Paris et continuer à nous annoncer qu'ils vont faire croître le transport aérien de 3% par an d'ici 2050 et qu'ils vont construire entre 35 et 40 000 avions pour transporter ces milliards de passagers. Donc, ça, c'est la première et énorme contradiction de ce texte. D'ailleurs, c'est pour ça que nous l'avons intitulé « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». Et donc là, on est dans une opération de communication institutionnelle, le greenwashing, qui fait que ce sommet, pour nous, accouche d'une souris. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision un peu radicale et un peu tranchée de prise en ce qui concerne la réflexion du rôle de l'aviation dans le réchauffement climatique. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sommet. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on peut démarrer un petit peu la partie de présentation du contexte général. Ça te va, Marie-Pierre? Complètement. Donc, je vais partager mon écran en essayant de faire les choses bien. Partager l'écran. Voilà. Et je vais mettre tout le monde voit bien? Ça va? Bon. Donc, je passe rapidement sur la présentation. Sinon, vous voyez cette photo, faire un pas de côté avec un avion pris dans la tourmente des éléments. Je pense que c'est une petite allégorie sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'aviation et les risques qui pèsent sur ce secteur économique très important, il faut le rappeler, pour Toulouse, mais aussi pour la France, puisque je rappelle que l'aviation est le premier secteur dans le domaine des exportations de la France, et de très loin, hein, avec plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires et largement exportés pour la France. Alors, quand on discute de l'aviation, aujourd'hui, il faut savoir que le choc qui a été vécu dans l'agglomération toulousaine et un peu partout en France, bien sûr, mais dans l'aviation particulièrement à Toulouse, qui a été le choc lié au Covid, avec un effondrement absolu du transport aérien. On est passé de 100% d'avions à voler d'un seul coup à moins de 1% d'avions en l'air, hein, et ceci pendant des semaines, a été un électrochoc pour toute l'agglomération toulousaine qui, pour l'ensemble des habitants, des salariés de l'aéronautique, qui avaient l'impression de vivre sur un tas d'or. Hein, des milliers d'avions en commande, des usines qui tournent à plein, des emplois partout. Donc, ça a été un réveil très douloureux. Mais plus important que ça, derrière ce choc lié à la pandémie et à son impact sur le transport aérien international, s'est profilé très rapidement dans les réflexions autour du réchauffement climatique. Parce que, et d'ailleurs, le premier texte qui avait été publié par la fameuse bande des quatre dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelait Toulouse, le syndrome de Détroit, hein, qui était l'air de commencer à aborder le sujet en disant, mais attention, on est sur un secteur d'activité extrêmement fragile, mono-industrie à Toulouse, et si le transport aérien s'effondrait, quelles seraient les conséquences pour Toulouse, d'accord? Et donc, on est passé assez rapidement d'un constat lié à la pandémie à une interrogation plus profonde, qui est de dire, et l'aviation, dans le concert du réchauffement climatique, qu'est-ce que ça va donner? D'accord? Quelles sont les perspectives à moyen long terme de l'aviation dans ce cadre-là? Et donc, j'ai envie de dire en premier, il faut avoir en tête qu'on est entré dans l'ère de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le fait de reconnaître que c'est l'activité de l'homme sur la Terre qui est en grande partie et très largement, même en quasi-totalité, responsable de l'élévation des températures sur le globe. Et les scientifiques du GIEC, donc du groupement intergouvernemental experts du climat, nous alertaient sur ce sujet depuis des années. Et pour ce qui concerne au moins le domaine de l'aviation, mais pour beaucoup d'autres domaines, la crise climatique, la crise sanitaire, excusez-moi, a été un révélateur de cet autre phénomène qui monte et qui n'est pas une crise là. Hein, c'est l'anthropocène. L'anthropocène, c'est un changement d'air géologique. Hein, l'activité de l'homme a fini par provoquer une modification profonde de son écosystème de vie et de l'ensemble du fonctionnement de la planète. Donc, alors certains préfèrent parler de capitalocène parce qu'effectivement, il y a un fort lien entre le développement du capitalisme, en particulier à partir de la moitié du 19e siècle, la révolution industrielle en Angleterre,
et l'augmentation des températures. Parce qu'effectivement, on a commencé à rejeter massivement dans l'atmosphère des tonnes et des tonnes de CO2. Et donc, face à ça, il y a eu un certain nombre de mobilisations. Et les accords de Paris, qui sont restés célèbres, pour nous en tout cas, parce qu'ils sont tenus à Paris, mais pour l'ensemble des acteurs mondiaux, c'était l'objectif de rester à 1,5 degré, de ne pas dépasser 1,5 degré d'augmentation des températures sur le globe. Et on se retrouve qu'après la dernière COP26 de Glasgow, étant donné que la majorité des États ont très peu fait sur cet aspect-là, on se retrouve avec des prévisions aujourd'hui qui nous annoncent, après Glasgow, un réchauffement climatique à l'échelle de la planète de 2,6 degrés. Et là, tout commence à partir en vrille parce que c'est vrai que le réchauffement climatique, ce n'est pas uniquement la température qui augmente, c'est une dérégulation complète du climat. C'est-à-dire que là où on avait une tempête tous les 5 ou 6 ans, on va avoir une tempête par an. Là où on avait un tsunami de temps en temps, on va en avoir. C'est une accélération du nombre des désordres climatiques sur la planète parce que la planète commence à ne plus tourner rond. Et juste pour une petite précision, mais je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, l'aviation contribue à 2 niveaux au réchauffement climatique. D'abord par l'émission de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est les réacteurs qui brûlent un carburant fossile qui s'appelle le kérosène. Puis il y a deuxièmement ce qu'on appelle les autres effets non CO2, qui sont les effets liés par exemple aux traînées de condensation des avions dans le ciel, qui eux, parce qu'ils contribuent à la création d'une couche nuageuse, contribuent effectivement au fait qu'on va augmenter encore la montée des températures, ce qu'on appelle les effets non CO2. Mais il y a une grande différence, c'est-à-dire que le CO2, il reste environ 150, enfin entre 100 et 150 ans dans l'air. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement, on vit dans l'air, dans le carbone émis pendant la révolution industrielle, à la fin du 19e siècle, alors que les effets non CO2, si on arrête de faire voler les avions, ou si les avions volent moins, ou si dans certains cas ils volent plus bas, il y a moins de traînées de condensation et donc moins d'impact sur le réchauffement climatique au niveau. Donc il y a 2 types de pollution ou d'impact de l'aviation sur le réchauffement climatique. Il y a ce qui est l'émission des gaz à effet de serre via les réacteurs, et il y a aussi l'ensemble des effets induits qui sont liés à l'émission, donc aux traînées de condensation ou à l'émission de gaz, et de gaz polluants comme le NOx. Alors, on parle de Toulouse ici. Alors, on parle, nous, on appelle ça un peu Airbusville dans notre langage. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est une agglomération et plus largement une région qui est entièrement sous la dépendance économique d'Airbus et de la vente d'avions. C'est une mono-industrie, etc. Et à Toulouse, c'est extrêmement dur de parler d'aviation. Pourquoi? Parce que tout le monde a l'impression de dormir sur la poule aux œufs d'or. Et ceux qui commencent à dire, mais est-ce que l'aviation, il ne faudrait peut-être pas commencer à y réfléchir? Eh bien, ceux-là sont considérés comme des vilains petits canards, ceux qui empêchent tout le monde de tourner en rond, les Cassandres, ceux qui annoncent les catastrophes. Et donc, on est vraiment. Et cet aspect-là est un frein à une vraie réflexion collective à Toulouse sur le devenir de l'aviation, mais on y reviendra peut-être. Donc, je le disais tout à l'heure, le CO2 met plus de 100 ans à être absorbé, donc ça veut dire qu'il reste dans l'atmosphère pendant des décennies. C'est-à-dire que même si on arrêtait aujourd'hui toute émission de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique qui est actuellement en cours par l'émission des gaz à effet de serre va continuer pendant au moins un siècle. Donc, c'est ça que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre, parce qu'ils pensent que dès qu'on va réduire un peu le nombre d'avions qui va voler, etc., qui vont voler, on va tout de suite diminuer la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est absolument faux. Il va falloir au moins un siècle pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre. Et ça ne concerne bien sûr pas uniquement que l'aviation. Et le GIEC, dans ses études, a fait un calcul. Ils ont déterminé ce qu'on appelle le budget carbone, c'est-à-dire pour ne pas dépasser les 1,5 degrés en 2050, quelle est la quantité de carbone que l'humanité peut encore émettre, d'accord? Quel est son budget, et donc à ne pas dépasser. Et donc, pour l'aviation, on a estimé, et les scientifiques qui travaillent sur ce domaine-là ont estimé que le transport aérien a des émissions, le budget disponible du transport aérien a été calé sur la quantité de carbone qu'émet l'aviation. Et donc, c'est 2,5% des gaz à effet de serre sont émis par l'aviation. Donc, l'objectif, c'est de dire qu'il ne faut pas que l'aviation, dans le cadre du budget carbone mondial, ne produise plus de CO2 que 2,56% du budget alloué à l'ensemble des activités économiques sur la planète. D'accord? Donc, c'est le calage. Et les chercheurs de l'ISA, alors un petit mot sur l'ISA, j'en dirai tout à l'heure, mais un petit mot. L'ISA, c'est l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, connu sous son
son nom un peu commercial, enfin, qu'on utilise tous à tous, c'est super-héros, hein, lequel supérieur de l'aéronautique, super-héros. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs ont travaillé sur le domaine de l'aviation et du climat et ils ont mis en œuvre, en exergue 3 points essentiels pour penser l'aviation de demain dans le cadre du réchauffement climatique. Premièrement, c'est la décarbonation, c'est utiliser une autre énergie que le kérosène, hein, une autre énergie que celle-là. La sobriété et l'efficacité. La sobriété, mais c'est moins utiliser l'avion. Et l'efficacité, c'est on utilise l'avion, mais avec la même énergie, on est plus performant. D'accord. Et ça, l'aviation connaît cet aspect-là d'être plus efficace. Il faut rappeler simplement qu'aujourd'hui, un passager en vol a baissé, enfin, la dépense d'énergie par un passager en vol est 80% moins élevée qu'elle ne l'était à la fin de la guerre. Donc, effectivement, les ingénieurs ont considérablement amélioré les avions, les ont rendus plus légers, des moteurs plus efficaces, enfin, etc. Donc, mais tout le monde pense que l'aviation a mangé son pain blanc. Sur ce côté-là, sur l'amélioration intrinsèque des avions, on va continuer à gagner dans les années qui viennent, mais de manière limitée, parce que le plus gros des gains a été effectué depuis ces 30 dernières années. Et c'est marrant parce que ce triptyque que mettent en avant les chercheurs rappelle celui du scénario Négawatt, où pour l'ensemble de la société, les ingénieurs du scénario Négawatt ont établi un triptyque qui s'appelle sobriété, efficacité et énergie renouvelable. Et bien, le problème se pose de la même manière dans l'aviation. Hein, voilà un petit peu. Alors, on nous parle beaucoup de l'avion vert à Toulouse, hein, et dans les communications institutionnelles. Et donc, je vais vous présenter rapidement les hypothèses concernant l'évolution de l'aviation. Alors, c'est vrai qu'on est dans un webinaire de Copernic, on pourrait dire dans le fond, on est là pour parler politique et social. J'ai juste quand même faire quelques points techniques, parce que l'aviation, c'est quelque chose de très technique. D'accord. Donc, on ne peut pas comprendre ce qui va se passer dans l'aviation si on n'est pas au courant des potentielles évolutions de cette industrie, qui a longtemps montré et qui montre encore que c'est quand même une industrie de très haut vol, c'est le cas de le dire pour l'aviation, mais de très grande technicité avec des flopées d'ingénieurs, de techniciens et qui font un travail absolument remarquable. Donc, les pistes pour les nouveaux avions, la première, c'est l'électricité. C'est faire voler des avions électriques. Vous savez, on parle beaucoup de la voiture électrique, donc il y en a qui réfléchissent sur l'avion électrique. Hein, et ça, c'est une piste qui est quasiment abandonnée, sauf pour des tout petits avions de voltige ou éventuellement pour des tout petits avions de proximité, des courts courriers, etc. Il y a quelques réflexions en cours actuellement pour des avions de 20 places et tout. Mais le vrai problème, c'est que quand on fait voler des avions à l'électricité, en gros, on fait voler les batteries. Le rapport entre le poids des batteries et l'énergie qu'elles permettent de donner au moteur électrique est tellement déséquilibré que de toute façon, c'est inintéressant. Donc, il n'y a pas d'avenir pour l'avion électrique au sens des avions, en tous les cas, de transport et de court et de moyen courrier, et de court et de long courrier. Donc, c'est abandonné par tout le monde, c'est même pas la peine d'en parler, mais c'était bon à citer quand même. Deuxièmement, et on en parle beaucoup, sont les carburants de synthèse. On a 2 types de carburants de synthèse aujourd'hui. C'est les biocarburants. Les biocarburants, vous savez ce que c'est en gros, parce qu'on les utilise déjà un peu dans l'agriculture, dans d'autres domaines, c'est de prendre des végétaux ou des restes de végétaux, voire même dans certains cas des huiles alimentaires. On avait parlé, en souriant dans un des textes de la Fondation Copernic, on avait parlé de McDonaldisation des carburants, c'est-à-dire en gros, c'est récupérer les huiles usagées dans tous les restaurants, partout, etc. On se rend compte bien évidemment que cette filière-là de faire voler les avions avec des déchets ne permettra pas de produire grand-chose en termes de carburant. Par contre, ce qui est envisagé par certains, c'est de faire des cultures dédiées à l'aviation. On le connaît, hein, tout le monde en a parlé de l'huile de palme, par exemple, on en arriverait à immobiliser un grand nombre de surfaces arables, de terre, pour produire des végétaux qu'après, on transformerait en biocarburant. Donc, le problème que ça va poser, bien évidemment, les biocarburants, c'est la concurrence en termes d'utilisation des sols. Parce qu'on rappelle que la terre, c'est quand même avant tout fait pour nourrir les personnes et pas tellement pour faire voler des avions. Deuxième type de carburant, ce qu'on appelle le carburant de synthèse, ce sont les électrocarburants. Alors, c'est le type PTL, alors ça veut dire Power to Liquid en anglais. Vous m'excuserez mon accent moitié vendéen, toulousain et tout. En gros, il s'agit de capter le dioxyde de carbone, par exemple à la sortie des cimenteries, à la sortie des usines, et on le combine avec de l'hydrogène qui, lui, est produit par l'électrolyse de l'eau, et ça permet de produire du kérosène de synthèse. Et donc, les carburants comme cela, c'est une vraie possibilité hein, de faire du kérosène de synthèse. Simplement, bien évidemment, une fois qu'on aura capté tout ce qui est émis par les cimenteries et par la grande industrie,
on va se retrouver de toute façon avec une quantité potentiellement limitée au regard des besoins de l'aviation. Donc, tout. L'avantage quand même de ces deux carburants, que ce soit les biocarburants ou les électrocarburants, c'est que ça ne demande pas de rupture technologique. On n'a pas besoin de concevoir un nouvel avion. Il faut concevoir de nouveaux réacteurs, il faut modifier les avions, etc. Mais globalement, on appelle ça des carburants qui peuvent être utilisés en drop-in. C'est-à-dire qu'ils peuvent être mélangés au kérosène fossile, même être utilisés à 100% dans les avions pour les faire voler. Donc, c'est un des avantages de cette solution, bien évidemment, c'est la possibilité d'avoir peu de rupture technologique pour la mettre en œuvre. Et le troisième piste de réflexion, c'est l'avion à hydrogène. Alors, l'avion à hydrogène, ça a été, pour ceux qui s'en souviennent, et tout, ça a été les grands discours du gouvernement au moment de l'émergence de la crise pendant l'année 2020. Ça a été dire l'avion vert, on va mettre beaucoup d'argent dans la fabrication d'un avion à hydrogène. Tout le monde à Toulouse est gargarisé de ça, Airbus en premier, bien évidemment, tout le monde. Le gouvernement a aligné des chèques, donné beaucoup d'argent pour étudier l'avion à hydrogène. Et là, il y a deux hypothèses pour utiliser l'hydrogène dans les avions. La première, c'est la pile à combustible. C'est la solution qui aujourd'hui tient la route, d'après Airbus. C'est d'embarquer dans les avions de l'hydrogène liquide et par un phénomène de mélange avec l'oxygène de l'air par un processus technique, on fabrique de l'électricité, d'accord, pendant le vol, à partir de l'hydrogène liquide, pour faire tourner des moteurs électriques. Donc, ça, c'est l'avion. Et ça, c'est la piste que met en avant aujourd'hui Guillaume Faury, le patron d'Airbus, quand il dit le premier avion hydrogène qui sera opérationnel, c'est sans doute celui qui utilisera la pile à combustible. Et alors, ce qui est plus intéressant, c'est que Guillaume Faury prévoit pour cet avion le fait que ça soit un avion de 100 places en 2035, un avion de 100 places. Et un avion de 100 places aujourd'hui, c'est un avion qui fait des courts et des moyens courriers. Et c'est un avion qui sera en concurrence avec le train. Donc, ce qui est un peu gênant, c'est qu'on voit apparaître, en fin de compte, une possibilité éventuelle d'utiliser l'hydrogène dans les années qui viennent, enfin dans les décennies qui viennent, pour faire voler des avions, mais uniquement pour des avions qui vont être des avions de court courrier ou de moyen courrier et qui, eux, vont rentrer, par exemple, des pays comme l'Europe, en concurrence complète avec le train, qui, rappelons-le, pollue à peu près 40 fois moins que l'avion. Et deuxième hypothèse pour l'hydrogène, c'est de faire brûler directement de l'hydrogène dans des réacteurs, dans des turbines à gaz. Alors tout ça nécessite des sauts technologiques monstrueux. D'abord parce qu'il faut repenser les avions. Parce que transporter de l'hydrogène liquide, c'est transporter un carburant qui doit être maintenu à moins 253 degrés centigrades. D'accord. Et pendant le vol, il va falloir passer de cet hydrogène liquide à un hydrogène gazeux pour alimenter les réacteurs de l'avion. Donc, il y a d'énormes sauts technologiques à faire et c'est à l'étude dans les bureaux d'études d'Airbus. Et même les ingénieurs pensent aujourd'hui qu'il y a encore un gros chemin à parcourir pour rendre cette hypothèse-là opérationnelle. Sachant qu'il y a d'autres inquiétudes, mais je ne m'étalerai pas là-dessus, sur le fait que l'hydrogène est sans doute la plus petite molécule gazeuse qui existe. Ça implique de repenser tous les joints des avions, c'est-à-dire avec un niveau, parce que l'ennui de l'hydrogène, c'est que c'est un gaz qui peut très vite s'échapper, et puis ça fait boum. On voit de temps en temps des fusées, puisque par exemple les fusées Ariane ou autres ont dans leur premier étage des carburants liquides comme de l'hydrogène, et de temps en temps ça fait boum. Alors je ne vais pas jouer les gens qui font flipper, mais il y a encore un gros chemin à faire pour qu'on puisse imaginer avoir des avions à hydrogène et qui soient opérationnels. Donc, on voit qu'aujourd'hui, à partir de ces trois exemples, qu'on n'est pas au bout du chemin pour ce qui est de faire un avion qu'on appelle décarboné, qui n'utilisera et qui émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'il ne l'émet. Donc, pas de solution opérationnelle avant 2035. Alors, 2035, c'est à la fois près, puis à la fois, c'est très loin. C'est prêt à l'échelle peut-être d'une vie, 15 ans, bon, pourquoi pas. À l'échelle du réchauffement climatique, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'en gros, d'ici 2035, l'avion ne participera pas à la lutte contre le réchauffement climatique et va rester effectivement quelque chose qui n'est pas encore opérationnel, donc c'est très loin, c'est lointain. Ça pose la question de la disponibilité de l'hydrogène. Parce que si c'est pour fabriquer de l'hydrogène pour les avions, par exemple, en brûlant des combustibles fossiles dans un processus industriel qui consiste à fabriquer de l'hydrogène, c'est complètement con. Parce qu'effectivement, produire de l'hydrogène à partir de combustibles fossiles, ça ne change en rien l'aspect lié à la limitation des gaz à effet de serre, puisqu'on émet les gaz à effet de serre en fabriquant de l'hydrogène. Même si les avions, après, effectivement, n'en émettent plus, ils l'ont limité avant de voler. Donc, effectivement, tout.
Et puis, ben, en gros, ce qui tient la route aujourd'hui, hein, globalement, ce sont les carburants, les aérocarburants qui sont mis en avant de plus en plus, en particulier pour les longs courriers. Parce que pour les longs courriers, de toute façon, l'hydrogène, c'est inimaginable. Et si l'avion a une utilité aujourd'hui, évidente, c'est pour des longs trajets. Quand il faut faire, je ne sais pas quoi, la France, l'île de la Réunion pour relier notre département, le département de la Réunion à la métropole, ben, le faire en bateau, c'est bien sympa, mais il faut des jours et des jours. En avion, ben, il faut une douzaine d'heures. Donc, évidemment, l'avion qui peut rester pertinent, il y a aussi des avions long courrier, où là, il n'y a pas de concurrence avec les transports en commun existants. Le problème est que, bien évidemment, la quantité d'agrocarburants disponibles est peu importante. Et il faut savoir que, globalement, les chercheurs de l'ISAE, je vais y revenir tout à l'heure, considèrent qu'en gros, on ne pourra pas dépasser 20% d'agrocarburants par rapport aux besoins équivalents à ceux de 2019. Donc, les agrocarburants, ça peut marcher pour faire voler les avions, mais dans tous les cas, pour des raisons de concurrence avec les terres, etc., ça ne suffira pas à faire voler les avions. Donc, il n'y a pas de solution pour décarboner les avions. Et puis, même si on y arrive, il va falloir renouveler toutes les flottes, ce qui ne va pas sans poser d'autres problèmes. Donc, j'y reviens. Il y a d'autres mesures, hein, et j'en termine là-dessus, qui sont, par exemple, la motorisation, des performances statiques, une meilleure gestion des opérations au sol. Par exemple, se dire, plutôt que d'utiliser les réacteurs pour faire avancer les avions sur les tarmacs, on va les faire propulser, tirer par des petits engins électriques hein, qui vont les amener en bout de piste avant qu'ils ne décollent, et on allume les réacteurs qu'au moment où l'avion décolle. Donc, il y a un certain nombre de solutions comme ça, mais d'après les chercheurs, et ils ont travaillé sur ce sujet-là, l'amélioration de ce qu'on appelle les performances incrémentales des avions va permettre un gain de 20% dans les années qui viennent, donc bien loin des objectifs dont on a besoin pour décarboner l'avion. Et pendant ce temps-là, eh ben, les constructeurs annoncent, ou eux, joyeusement, continuer à réfléchir avec un développement de l'aviation de 3 à 4% par an, croissance de 3 à 4% par an et tout. Ça veut dire que ça ferait passer le nombre de passagers transportés de 3,19 milliards en 2019. Non, c'est 4, il y a une erreur, c'est 4,19 milliards de passagers transportés en 2019 à 8,5, voire 11 milliards de passagers transportés en 2050. Donc là où on parle de commencer à penser sobriété, moins utiliser l'avion, eux, les constructeurs et les compagnies aériennes ont bâti un projet qui revient à, au minimum, doubler le nombre de passagers transportés dans les années qui viennent. Il est bien évidemment qu'avec ce que je viens d'expliquer sur les limites des futurs avions en termes de capacité à être opérationnels, on va vers un effet de biseau. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'ISAE Supaéro montre la voie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu apparaître depuis 12 mois, au cœur du réacteur, si je puis dire, de l'aviation toulousaine, des élèves et des anciens élèves de l'ISAE Supaéro qui ont fait un rapport qui s'appelle Mieux voler en 2050, pouvoir voler en 2050. Donc, c'est des anciens élèves de Supaéro qui, avec le Shift Projet, vous savez, Jean Covici, pour certains qui ont entendu parler, ont fait un premier rapport sur le devenir de l'aviation. Et puis, des enseignants-chercheurs de l'ISAE Supaéro ont publié un rapport, c'est exactement une communication scientifique qui s'appelle Aviation et Climat, qui s'appelle le référentiel Aviation et Climat. Et cette position, référentiel Aviation et Climat, élaboré par les chercheurs de l'ISAE Supaéro, est aujourd'hui un document considéré comme un document officiel de l'ISAE Supaéro. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur même du système de production des avions, de conception des avions, des enseignants et des chercheurs et des élèves s'interrogent sur le rôle de l'aviation dans le réchauffement climatique. Et ça, c'est plutôt intéressant. On aimerait bien prendre quand dans d'autres secteurs d'activité, il y a aussi des ingénieurs qui s'interrogent, par exemple, sur la finance et le réchauffement climatique, sur le numérique, le réchauffement climatique et tout. Donc, nous, on est très intéressés. Il faut savoir qu'au PAD, au collectif Pensons l'aéronautique pour demain, que Maxime présentera tout à l'heure, on travaille beaucoup avec ces enseignants-chercheurs de l'ISAE Supaéro. Et c'est un indice qu'il y a une mobilisation dans la jeunesse. Quand des étudiants qui sont pourtant promis à un métier qu'on leur a annoncé comme royal, qui était de devenir pilote d'avion ou devenir ingénieur dans l'aviation, s'interrogent même sur la finalité du boulot qu'ils vont faire, c'est signe que ça commence à progresser dans l'esprit d'une partie de la jeunesse, que peut-être qu'il faut changer de braquet, faire un pas de côté, réfléchir différemment. Alors, je vais prendre 2 minutes pour être un peu technique, mais je vous promets, je ne vais pas vous assassiner. Les ingénieurs de l'ISAE Supaéro
ont établi des projections, des scénarios pour déterminer comment est-ce qu'on pourrait respecter les accords de Paris dans l'aviation dans les années qui viennent. Ils ont établi un certain nombre de scénarios. Alors, vous les voyez, là, il y a le scénario T, le scénario TD, le scénario RT, donc 3 types de scénarios. Et vous voyez qu'ils ont pris 4 à 5 éléments pour construire ces scénarios. Le premier, c'est l'amélioration annuelle de l'efficacité énergétique des avions entre 2020 et 2050. Vous voyez que les ingénieurs ont établi en gros 2 niveaux, soit on progresse de 1% par an, soit on progresse de 1,5% par an. Hein, c'est les améliorations dont je parlais tout à l'heure, qui sont des améliorations sur le fonctionnement des moteurs optimisés, moins gourmands en énergie, enfin, etc. Le deuxième point qui est important pour l'aviation, parce qu'on raisonne aux passagers transportés dans l'aviation, c'est le taux de remplissage des avions. D'accord ? Aujourd'hui, il est d'un peu plus de 80%. Les ingénieurs ont calculé, ont pris des hypothèses en disant bon, on peut être aux alentours de 90% environ de taux de remplissage. On a la réduction des opérations dont je parlais tout à l'heure, au sol, par exemple, mieux gérer les rapports entre les contrôleurs aériens, les avions pour choisir les trajectoires les plus rapides, au lieu d'éviter que les avions tournent dans l'air au-dessus des aéroports, etc. Faire qu'ils soient le moins possible dans l'air, donc consomment le moins possible. Donc là aussi, il y a des améliorations qu'ils ont pris en compte dans leur truc. Et il y a le taux de décarbonation de la flotte, c'est-à-dire le nombre d'avions ne consommant plus de kérosène liquide. Et dans leur scénario RT, qui est pour eux le scénario le plus optimiste et le plus favorable, vous voyez qu'on en est à 75% d'avions en 2050 qui seraient des avions dits décarbonés. D'accord ? Avec un facteur d'émission de grammes de CO2 par équivalent passager, vous voyez, qui passe de 89 grammes de CO2 dans le scénario le plus pessimiste, optimiste, jusqu'à 17 dans le scénario RT. Vous voyez qu'il y a une différence pratiquement de 1 à 4 sur le nombre de grammes de CO2 émis par passager. D'accord ? Et à ce moment-là, ces ingénieurs, je passe au slide suivant, ont établi et tout. Et là, je vais vous le commenter rapidement. Vous avez ici cette ligne verticale, d'accord ? C'est le niveau du réchauffement, de la part de l'aérien dans le réchauffement climatique, c'est-à-dire la part du budget carbone qui est de 2,6% pour l'aviation. D'accord ? Vous avez ici, horizontalement en référence, le taux de croissance du transport aérien. Et on s'aperçoit que pour le budget RT, donc pour les scénarios, les 3 scénarios que vous avez, T, TD, RT, on s'aperçoit que globalement, si on veut respecter 1,5% d'augmentation de l'objectif de Paris, ne pas dépasser 1,5% d'augmentation du trafic, il faut que le transport aérien décroisse, en gros, quel que soit le scénario, entre, en gros, moins 10 et moins 13%. C'est-à-dire que par rapport à 2019, il faut faire baisser le nombre de passagers de transportés de l'ordre de 10%. Je vous rappelle qu'on nous annonce un doublement du nombre de passagers dans les années qui viennent. Vous voyez bien que là, ça ne passe pas. Ça, c'est l'étude scientifique et tout. Et la courbe monte ici. Pourquoi ? Parce que si je dis, au lieu d'allouer à l'aviation 2,6% du budget carbone, je lui alloue 7% du budget carbone mondial, ici, à ce moment-là, dans le scénario T, par exemple, j'arrive à juste équilibrer, c'est-à-dire à arrêter la croissance du transport aérien. Et effectivement, dans ces cas-là, on peut continuer à faire croître le transport aérien de manière très importante. Ça veut dire tout simplement que derrière ça, on est dans un choix politique. Soit on considère que l'aviation doit prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique à hauteur de sa participation à ce réchauffement climatique, et on s'aperçoit que dans l'hypothèse du respect, dans l'hypothèse du respect des accords de Paris, eh ben dans tous les cas, on imagine pratiquement tout le temps une décroissance du transport aérien. Et si on imagine qu'on soit à un réchauffement climatique de 2 degrés C, dans l'hypothèse où on ne respecterait pas les accords de Paris, même dans ce cas-là, on voit qu'effectivement, l'aviation ne peut pas continuer à croître et même doit décroître. Le principal enseignement de cette étude de l'ISAE Supaéro, en gros, c'est que la croissance du transport aérien entre en télescopage complet avec le respect des accords de Paris et même de la version la plus pessimiste des accords de Paris. Et donc, ça doit nous interroger.
Donc, soit on dit, ah ben, on s'en fout, l'avion c'est trop important parce que ça transporte les chefs d'État, et puis ça permet à monsieur un tel d'aller se prendre en photo au Machu Picchu. Et donc, c'est fondamental pour la vie de l'humanité, ça. Et donc, à ce moment-là, il va falloir donner à l'aviation plus de budget carbone que celle auquel elle aurait droit. Mais là, et puis, ça veut dire que si on donne à l'aviation plus de budget carbone que celui auquel elle aurait droit, ça veut dire qu'on en donne moins à d'autres secteurs. Hein, et on considérera à ce moment-là que si l'aviation prend plus que sa part, eh ben, il faut qu'il y ait d'autres secteurs qui, eux, augmentent encore leur décroissance ou la diminution de leur impact sur le changement climatique. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est l'étude de communication scientifique des chercheurs de l'ISAO et il faut enregistrer bien que ce référentiel de l'aviation climat est devenu le document officiel de référence de l'ISAE Supaéro. Donc on voit que même au cœur de ce qui se passe dans le monde de la formation à l'aéronautique, on a bien conscience qu'il y a des limites au niveau de l'aviation. Alors juste, parce que je suis très long là, juste pour vous dire que pour produire de l'hydrogène, parce qu'on nous annonce quand même que l'hydrogène est toujours un avenir pour l'aviation, ben, il faut produire de l'électricité. Alors, si c'est pour produire de l'électricité à partir de charbon ou de fuel ou de trucs comme ça, eh ben, on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, d'accord? Puisqu'on va émettre des gaz à effet de serre pour produire de l'électricité. Donc, il y a la réflexion que vous connaissez tous en France, elle est totalement d'actualité vu les déclarations de Macron hier, d'accord? C'est sur, effectivement, l'utilisation de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène. Et donc, nous avons étudié en détail les scénarios de RTE, hein, qui ont été rendus publics il y a quelques mois, hein, etc., et sur lesquels Macron s'appuie pour faire ses discours. En gros, globalement, si on veut satisfaire, c'est-à-dire produire l'électricité nécessaire à faire voler les avions à l'hydrogène, il faut mettre en œuvre 19 équivalents EPR pour produire l'électricité nécessaire aux avions. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est un angle mort des études. C'est-à-dire que j'ai lu avec attention, et nous avons lu avec attention tous les scénarios de RTE, et dont le scénario hydrogène plus, qui est un scénario qui met le paquet sur l'hydrogène. Et ben, une fois qu'on a pris en compte la quantité de térawattheures produits par le programme électronucléaire français pour faire voler les avions, c'est-à-dire 56 térawattheures, il en manque 265. Donc, on ne saura pas fabriquer, même avec le programme électronucléaire tel qu'il se dessine, on ne saura pas fabriquer un hydrogène vert pour faire voler les avions dans les années qui viennent. Donc, de toute façon, il y a un problème. Ce qui fait que même RTE envisage d'importer de l'hydrogène. D'accord? Donc, voilà. Et bien évidemment, si on prenait la biomasse, c'est-à-dire les agrocarburants, pour faire voler les avions à hauteur de 2019, hein, je rappelle toujours et tout, eh ben, il faudrait 100 000 km² de colza, c'est-à-dire près de 20% de la surface totale de la France, entièrement plantée en végétaux pour faire des agrocarburants, pour faire voler les avions. On voit bien que là, il y a... Et ces chiffres-là, qui sont des chiffres issus des travaux des scientifiques, c'est pour ça qu'on pense de temps en temps à ce film un peu célèbre de ces dernières semaines, le Don't Look Up, là, hein, sur l'histoire de la comète qui arrive à la Terre. Aujourd'hui, les scientifiques de l'aéronautique nous alertent sur le fait qu'on va dans une impasse par rapport à l'aviation et personne ne fait rien. Enfin, nous faisons, nous, quelque chose, mais il n'y a pas de prise en compte des éléments. Et donc, 5 questions autour du nucléaire civil, hein, mais ce n'est pas l'objet de la réunion, mais il faut savoir que le texte qui a été fait par la bande des 4, là, hein, qui est sorti en novembre, donnait un coup de projecteur sur la problématique nucléaire. Et donc, il y a 5 points qui se posent au niveau du nucléaire, c'est la durée de vie des centrales. Macron vient d'annoncer, par exemple, qu'il allait tout faire pour augmenter la durée de vie des centrales nucléaires au-delà de 40 ans, voire vers les 50 ou les 60 ans. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, ça pose un énorme problème. Quand vous avez conçu un produit pour qu'il dure 30 ans, ce n'est pas la même chose que de le mener à 60 ans. Donc là, il y a un véritable problème là-dessus. Il y a le stockage et la gestion des déchets nucléaires, c'est un vieux problème du nucléaire. C'est les risques d'accidents industriels, parce qu'on rigole tous en disant, mais nous, en France, on n'aura pas d'accident nucléaire. Pourtant, il y a eu un accident nucléaire. Alors, je mets même de côté Tchernobyl en disant, ouais, c'était la fin de l'URSS, le pays était un peu partout. Mais au Japon, Fukushima, un pays de l'excellence technologique avec des ingénieurs de très haut niveau, ils ont quand même eu un très gros pet avec Tchernobyl. Et je vous ai montré à gauche, sur la photo de gauche, on voit ce que ça donnerait la zone d'exclusion de Tchernobyl si on la mettait
au niveau du sud-ouest de la France avec la centrale nucléaire de Golfech ici comme point d'orgue. Eh bien, on voit que toute la région qui va de Montauban à Villeneuve-sur-Lot, incluant Agen, et arrivant aux portes de Toulouse, serait une zone interdite à l'activité humaine pendant plusieurs millénaires. D'accord? C'est ça les conséquences concrètes si on transporte la zone d'exclusion de Tchernobyl en région toulousaine. L'indépendance énergétique du pays, du pipeau, parce que de toute façon, on ne produit aucun uranium en France depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et donc l'uranium est totalement importé. Donc, je ne vois pas comment on peut parler d'indépendance énergétique alors qu'on est dépendant des importations d'uranium. Puis, bien évidemment, il y a l'acceptabilité sociale et politique du nucléaire, et là, on en reparlera dans les mois et les années qui viennent, vraisemblablement. Et info de dernière minute, bien évidemment, d'hier, Macron a annoncé la création de 6 EPR immédiatement, mais le lancement d'études pour 8 de plus, c'est-à-dire qu'en gros, il projette 14 EPR, plus que le scénario le plus nucléarisé de RTE, et puis la mise en place d'un système de Small Modular Reactor, c'est-à-dire des tout petits réacteurs nucléaires qu'on va pouvoir mettre dans son jardin. Non, je plaisante, hein, je fais de l'ironie en disant ça, mais des petits réacteurs nucléaires qu'on va pouvoir mettre un petit peu partout. Et puis avec une idée derrière, c'est celui de faire de l'export de réacteurs nucléaires, il faut le savoir aussi. Donc effectivement, ça nous pose un vrai problème. Donc maintenant, je vais passer la parole à Maxime, membre du collectif PAD des syndicalistes de l'aéronautique, qui va prendre ma suite. Et j'ai mis 2 photos en fond. C'est celle de Maxime intervenant lors des assises de l'aviation que nous avons tenues à Toulouse et à Paris dernièrement, et où on voit qu'on avait fait, par exemple, intervenir Geneviève Adam, qui était intervenue pour nous parler du dérèglement climatique et du basculement dans l'Anthropocène. Voilà. Maxime, tu as la parole. Merci Pascal. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui. On t'entend, Maxime. Ok, très bien. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin lors de ces samedis de Copernic pour parler aviation. Donc sur la planche qui est actuellement montrée à l'écran, vous avez les 4 points que je vais aborder lors de cette présentation. D'abord le constat social, puisqu'on a parlé principalement grâce à Pascal, c'était très bien expliqué, les enjeux scientifiques, environnementaux et stratégiques pour ce qui concerne l'aviation. Mais à côté de ça, il y a tous les enjeux sociaux, notamment ceux liés à l'emploi, pour aller vers des solutions compatibles avec les enjeux environnementaux. Et mais de quelle solution parle-t-on pour rendre justement la réponse, enfin, pour faire une réponse satisfaisante aux enjeux environnementaux? Quelles sont les solutions pour accompagner l'emploi? Et quelle mise en œuvre surtout, puisque c'est vrai qu'avoir des bonnes idées, quelque part, c'est facile. Mais quelle mise en œuvre concrète pour essayer de donner des débouchés à ces solutions? C'est une question importante. Et enfin, on finira avec une présentation du PAD. On l'a volontairement mis à la fin pour parler d'abord des sujets et puis pour présenter l'organisation au sein de laquelle Pascal et moi-même œuvrons avec beaucoup d'autres camarades de différentes organisations. Quand je dis camarades, c'est très large. C'est un joli nom, camarade. Voilà. Donc, on présentera un petit peu notre organisation et puis voilà, peut-être que vous aurez aussi envie de nous rejoindre pour œuvrer vers une aviation respectueuse tant de l'environnement que des humains, quelque part, des salariés, des citoyens, des usagers, etc. Peut-être un mot, donc moi je suis membre du PAD comme Pascal et comme d'autres personnes, comme je l'ai dit. Je suis aussi salarié de l'aéronautique et je suis aussi délégué syndical au sein d'Airbus. Voilà. Et au sein aussi j'œuvre aussi au niveau de la branche métallurgie de mon syndicat. Alors, concernant le constat social, peut-être faire un petit bilan après cette crise Covid, qui n'est toujours pas terminée.
Mais on va dire que voilà, le constat social, on va parler un petit peu emploi. Je voudrais d'abord donner juste quelques mots sur les perspectives industrielles et la situation industrielle. On va se centrer surtout sur Airbus, mais on peut caler aussi ce constat sur d'autres avionneurs. Bon, mis à part peut-être Boeing qui a eu quelques déboires, bon, qui semblent sortir un peu de l'ornière, mais qui a eu quelques problèmes avec son 737 MAX. Mais disons que ce qu'on va dire là pour Airbus, on peut aussi l'appliquer à Dassault ou à d'autres constructeurs. Voilà. Donc pour Airbus, quand je dis constructeur, c'est aussi des fournisseurs de premier rang de type Safran ou Thales. Alors, concernant le carnet de commandes, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, tout au long de la crise, ce carnet de commandes en avion donc est resté stable. On est resté autour de 7000 avions. Ce qui, pour nous, salariés et syndicalistes, était un indicateur vraiment très fort et qui nous donnait confiance en l'avenir, malgré le catastrophisme affiché de nos directions et du secteur, qui, selon nous, a profité de la situation pour appliquer la thérapie du choc bien connue de ceux qui lisent les essais de Naomi Klein. Qui consiste donc à faire peur pour appliquer des réformes qui ne seraient jamais passées en d'autres temps. Donc c'est ce qui s'est passé en fait au sein de la filière. Avec la bénédiction du gouvernement qui, en plus de ça, a permis, a donné beaucoup d'aides au secteur. Alors, ces aides étaient utiles, il ne faut pas se cacher non plus, hein, des mesures de chômage partiel, par exemple, qui ont permis d'amortir la baisse de chiffre d'affaires qui était réelle pour le secteur, de l'ordre de 40% et de 30% pour Airbus. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le carnet de commandes est resté stable. Les résultats financiers sont revenus très rapidement dans le vert, de manière presque inattendue, hein. Enfin, je veux dire très rapidement, dès 2021, l'entreprise a explosé tous les compteurs en termes de résultats. Et là, on attend avec impatience les résultats financiers de l'entreprise le 17 février pour avoir une analyse un peu plus détaillée, mais ce qui ressort des analyses intermédiaires des résultats financiers sur les différents trimestres de l'année dernière, c'est que les résultats seront excellents. Voilà, les résultats financiers seront excellents malgré cette baisse du chiffre d'affaires. Alors, cela est permis notamment puisqu'il y a il y a eu des aides publiques, hein, comme je l'ai dit, il y a eu des baisses d'emploi significatives. Alors, pas que chez le donneur d'ordre, c'est-à-dire Airbus ou Dassault ou autres, mais aussi et surtout dans tout le tissu de sous-traitance, puisque en fait, quelque part, la sous-traitance, alors dans sous-traitance, on peut aussi inclure tout le segment d'intérimaire. Il y a quelque part des viviers d'emploi qui sont un peu des variables d'ajustement. Et c'est eux qui ont trinqué en premier, puisque si on prend le cas d'Airbus, il n'y a pas eu d'emploi, enfin comment dire, il n'y a pas eu de licenciement sec. Il y a eu des emplois supprimés, mais uniquement avec soit des départs volontaires, soit des départs anticipés à la retraite. Donc si on regarde les données INSEE qui ont été publiées l'an dernier, on est sur l'Occitanie, puisqu'on va se centrer un petit peu sur la région. On est, comme l'a dit Pascal, une mono-industrie sur la région, notamment la région toulousaine. Il y a eu, donc en Occitanie, 8800 emplois supprimés, dont 5000, quasiment 6000 sur la Haute-Garonne. On a eu, alors plus largement au niveau du groupe Airbus, qui est là, je raisonne au niveau national, on a eu 4800 postes supprimés, dont 2400 sur la partie avion de Toulouse, enfin sur l'agglomération toulousaine.
donc 2400 emplois supprimés. En sachant qu'il y a plusieurs branches d'Airbus, hein. Il y a aussi une branche défense et d'autres filiales. Ça représente grosso modo à peu près 7% des emplois de la filière qui ont été supprimés à cause du Covid sur le Grand Sud-Ouest. Donc, là, j'ai élargi un petit peu la focale. Donc, quand on dit Grand Sud-Ouest, c'est Occitanie plus Nouvelle-Aquitaine. Et encore une fois, ce que dit l'INSEE, c'est que ce sont principalement les sous-traitants et surtout les PME. Donc, quand on dit sous-traitants, c'est les sous-traitants en service d'ingénierie, mais aussi des petits fournisseurs, des petites entreprises qui ont supprimé 14% des emplois. Donc, on voit au jour d'aujourd'hui le problème que ces suppressions d'emplois ont posé, puisque l'activité repart très fort depuis le début de l'année dernière, grosso modo, et on fait face à des problèmes d'embauche et des problèmes de compétences qui ont été perdus et de savoir-faire qui sont partis dans d'autres secteurs, puisque les gens qui ont perdu leur emploi sont partis ailleurs. Ils devaient continuer à travailler, donc ils sont allés dans d'autres secteurs. Et donc, on voit que la stratégie qui a été appliquée de supprimer des emplois dans le tissu de sous-traitance ou bien de licencier dans le tissu de sous-traitance ou de supprimer des postes pour éviter les licenciements secs, quelque part, ça a participé d'une perte de compétences qui aujourd'hui nous manque cruellement. Et les embauches sont reparties fortement à la hausse. Entre-temps, on a eu et on a toujours une surcharge de l'activité, hein, de la charge dans les entreprises, voilà, qui est ressentie par les employés. Juste une petite précision. Donc, quand on parle des emplois supprimés et des licenciements, il y a le secteur qui a subi ces pertes, mais il y a aussi tout le tissu autour de ces sites industriels, donc les emplois induits et les emplois indirects qui aussi là manquent en termes de statistiques. Voilà, donc il y a un effet domino qui se fait mécaniquement quand il y a des pertes d'emplois. Et c'est vrai que sur une région comme Toulouse et toute la région sud-ouest, qui est une région mono-industrie, et on verra que dans les alternatives que l'on propose, il y a justement, on permet de sortir de la mono-industrie. Eh bien, dès qu'il y a des suppressions d'emplois, en fait, il y a tout un effet en cascade sur le territoire. Donc, je le disais, du fait de l'activité qui repart et du fait que on est moins de salariés dans le secteur à travailler, eh bien, il y a une intensification du travail qui est constatée depuis un an et des nouvelles méthodes, voilà, des nouvelles directive ou une nouvelle organisation du travail qui vise à améliorer la productivité au sein du secteur. Donc, je pense par exemple à tout ce qui est télétravail qui permet de produire une hausse de productivité. Il y a eu un chiffre qui est paru dans une étude récente de Normal Sup qui dit que chaque pourcentage de télétravail gagné dans une entreprise, donc soit en temps, soit en population, permet de gagner 1,5% de productivité. Donc c'est énorme. C'est énorme. Nous, on constate que chez les cadres, notamment, le temps de trajet, mais en fait, il n'est pas pris sur le temps personnel, enfin, comment dire, il n'est pas gagné pour du temps personnel, il est en fait utilisé. Les gens considèrent que comme c'est du temps de trajet qu'ils n'ont pas à faire, eh bien, ils en profitent pour travailler sur ce temps de trajet. Donc, on mesure bien avec ce gain-là l'effet sur la productivité.
Il y a aussi des économies qui vont être faites sur l'immobilier par les entreprises. Voilà, donc ça, il y a une transformation qui est en cours, une mutation même du secteur et plus largement, enfin, on le voit aussi dans d'autres secteurs, hein, c'est le Covid qui a accéléré, comme dans bien des domaines, la mutation. Donc voilà, et y compris donc dans l'aéronautique, on le vit au quotidien avec, de manière sous-jacente, et même très concrète, des modifications en termes, d'accords d'entreprise et d'accords de branche, notamment dans la métallurgie qui, le 7 février, a vu, sa convention collective signée par, certaines organisations syndicales, et c'est une convention collective donc auquel, enfin, les avionneurs sont régis, enfin, à partir de laquelle enfin, la branche de l'aéronautique est dans la métallurgie, hormis pour les sous-traitants, mais pour Airbus en tout cas. Et donc il y a là aussi des mesures qui impactent l'organisation du travail et la manière dont les salariés sont considérés. Et on va malheureusement dans le sens d'une déresponsabilisation des entreprises et d'une individualisation des salariés. Voilà, donc ça c'est pour le constat social. Dernier point concernant les embauches, donc ils sont repartis fortement à la hausse, puisqu'il y a, par exemple, vous avez peut-être vu dans la presse une ambition d'embaucher 6000 personnes dans notre groupe pour l'année 2022. Il y a quand même un frein à ça, c'est que notamment les jeunes, enfin, il y a un frein à l'attractivité pour ces entreprises, notamment lié à la crise de sens, puisque les jeunes s'informent, ils sont au courant de cette contradiction entre les perspectives de l'industrie et le besoin de répondre aux enjeux climatiques. Et donc, il y a quelque part des difficultés. Donc, c'est un mot que l'on commence à entendre beaucoup au sein de l'entreprise, les problèmes d'attractivité, etc. Et pour autant, comme je le disais juste avant, les conditions sont de plus en plus difficiles. Donc, on a une sorte de schizophrénie de la part de nos directions sur ces sujets-là. Donc, voilà pour l'aspect social. Maintenant, venons-en aux solutions. Qu'est-ce que préconise notre collectif? Donc, pensons l'aéronautique pour demain. Alors, au cœur de la crise, ce que l'on préconisait, puisque notre collectif a à la fois des ONG et aussi des syndicats, c'était d'arrêter l'hémorragie, en fait, puisque, comme je l'ai dit, notre boussole, c'était le carnet de commandes. Celui-ci était stable. On a eu beaucoup d'aides financières de la part du gouvernement, par ailleurs sans aucune condition sur l'emploi. Et donc, il était relativement facile de conditionner à minima les aides qui étaient allouées par le gouvernement pour conserver l'emploi. Par exemple, nous, à notre syndicat, ce qu'on avait préconisé, c'était de ne supprimer aucun poste, mais de mettre le nombre de personnes qui étaient nécessaires en chômage partiel, de manière à préparer la reprise qui allait venir, hein, puisque ce carnet de commandes restait stable. Et dans tous les cas, on demandait un moratoire sur les licenciements pour justement garder ces compétences. Ça, c'était, disons, à court terme. À plus long terme, le scénario qui est préconisé par notre collectif, c'est la diversification. Cette diversification, elle a plusieurs avantages. Elle permet d'adapter la charge industrielle aux enjeux, notamment ceux de décroissance du trafic. Alors, ce mot est un peu tabou, hein, dans le secteur. C'est vrai qu'on parle de manière, donc ce mot de décroissance est connoté, mais il faut dire ce qui est, hein, c'est ce qu'a présenté Pascal. On n'arrivera pas avec un avion vert et avec des mesures d'efficacité sur les avions à atteindre les accords de Paris. Donc, ça veut dire que mécaniquement, il faut stabiliser, voire réduire le trafic. Et donc, nécessairement, il y a un impact sur la charge industrielle. Donc, se diversifier avec nos compétences qui sont nombreuses dans le secteur, c'est possible. On l'a déjà fait par le passé.
Il y a eu des exemples voilà, entre les deux guerres, il y a eu des diversifications dans les usines d'Airbus pour fabriquer des camions, pour fabriquer, alors ça c'était un petit peu plus tard, plutôt dans les années 70 et 80, pour fabriquer des réfrigérateurs, des télés, des caravanes, etc. Bon, ça c'est plus anecdotique, mais on saurait tout à fait, par exemple, aujourd'hui, aller vers des fabrications, des productions qui accompagneraient la transition écologique. On pense à des éoliennes, par exemple, qui demandent des compétences en aérodynamique, en production électrique. Le fait d'abaisser, d'ajuster le niveau du trafic aérien, bien, ça veut dire qu'il y aura toujours des besoins en transport, donc il faut développer le train, développer le rail. Là aussi, on a des métiers qui sont très similaires entre les avions et les trains, en aménagement cabine, par exemple, en génération électrique, etc. Et voilà, donc cette diversification permettrait aussi de sortir le territoire, enfin les territoires du Grand Sud-Ouest de la mono-industrie et de Toulouse en particulier, puisque bon, ben, si on a une partie de notre industrie qui se dirige vers d'autres secteurs, on est mécaniquement moins sensible à des crises. À des crises liées à l'aéronautique. Et comme je l'ai dit, on peut donc participer aussi à l'effort pour la transition écologique. Au niveau des solutions, donc baisser le trafic, ça veut dire que l'on va vers de la sobriété. Aller vers de la sobriété, ça veut dire aussi quelque part ne pas être dans le punitif, en fait, enfin, de sortir simplement de l'aspect limitant du trafic aérien. Donc, forcément, si on ajuste le trafic, on limite la quantité de voyages. Mais en fait, il faut, ce que l'on pense au collectif, en tout cas, c'est donner des perspectives positives et positives dans le sens voyage, en fait. Pour les voyageurs, ne pas être juste sur des questions de quotas, mais plutôt d'essayer de réenchanter les perspectives de voyage, puisque les voyages, bon, ce qu'on dit au collectif, c'est pas qu'on veut arrêter de faire des avions, hein. Nos détracteurs disent qu'on veut arrêter de faire voler des avions, c'est entièrement faux. Et il faudra toujours des avions pour des besoins bien identifiés, des besoins essentiels pour la société. On a parlé de la Réunion, c'est vrai qu'aller en train à la Réunion, c'est tout à fait impossible. Donc il y a des besoins qui demeurent. Mais aller pour un week-end, pour un oui, pour un non, aller faire la fête à Barcelone ou à Prague, bon, c'est ou aller juste pendant un week-end au bord de la plage, sans qu'en plus cela profite aux populations locales, c'est complètement irraisonnable. Donc, ce que l'on propose, c'est finalement d'identifier les besoins liés à l'aviation et de modifier petit à petit l'imaginaire en fait des voyageurs pour aller plutôt vers des voyages de qualité, plus longs, moins nombreux. Euh, donc voilà, les voyages demeureraient, mais on serait plus longtemps sur place pour mieux découvrir les, euh, les pays dans lesquels on va en vacances ou en séjour. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui va autour, disons, de la limitation du trafic et des solutions pour accompagner au niveau de l'emploi cet ajustement du trafic. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois que bon, nous, on est convaincus que c'est un axe qui est très intéressant, cette diversification. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Alors aujourd'hui, on se heurte, quand on parle de diversification, on se heurte au modèle qui existe aujourd'hui dans les entreprises, qui est celui du profit quelque part, qui est
l'unique but des entreprises, même si dans les grandes entreprises du secteur, l'État est toujours l'actionnaire de référence. Les États sont par exemple dans Airbus actionnaires à hauteur de 26%. Aujourd'hui, le seul indicateur qui prévaut, c'est le profit à tout prix. Donc, l'idée, ça serait de sortir de pour mettre en œuvre les solutions que l'on préconise. Si on reste uniquement sur le profit, ben, c'est vrai que diversifier, c'est une prise de risque qui est énorme pour le secteur, et ils n'ont pas intérêt aujourd'hui à sortir de la situation que l'on connaît aujourd'hui, à savoir, si on prend l'aviation civile, des moyens long courriers, aujourd'hui, c'est un duopole entre deux constructeurs, et quelque part, il y a une rente qui est assurée du fait des perspectives de croissance du trafic aérien. Donc, comment sortir de la seule logique du profit? Eh bien, il faut des nouveaux modes de gouvernance avec de nouveaux indicateurs. Donc, ça veut dire quelque part un changement de réglementation, un changement dans la réglementation économique qui inciterait même les entreprises à aller dans d'autres directions que celle uniquement du profit. Une des pistes, et ça, c'est pas nouveau, c'est aujourd'hui les salariés, par exemple, sont les grands absents des organes de gouvernance des entreprises. Ou s'ils le sont, c'est de manière anecdotique, dans les conseils d'administration, par exemple. Eh bien, l'axe principal, ça serait de démocratiser la vie dans les entreprises en montant la part des salariés dans les prises de décision pour les stratégies, puisque les salariés, eux, n'ont pas de prime abord un intérêt purement financier tel que celui des actionnaires. Ils ont un intérêt qui est plus pragmatique, qui est la durabilité, enfin le fait que leur entreprise soit pérenne, le fait que les gens soient bien dans leur entreprise, soient correctement payés, que l'entreprise investisse dans l'avenir. Donc tous ces critères qui aujourd'hui sont négligés pour servir toujours plus les actionnaires dans une fuite en avant, mais justement seraient pondérés par d'autres logiques et notamment l'investissement dans les technologies disons, alternatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, et notamment celles qui vont dans la transition écologique. Pour finir sur les mises en œuvre, donc on en a parlé un peu juste au début là, de ce point, c'est qu'il y a un rôle central de l'État, puisqu'en fait, pour qu'un changement se fasse, il faut que l'État change les règles du jeu pour inciter les entreprises à changer de logique, puisque aujourd'hui, si on reste dans la logique actuelle, les entreprises n'ont aucun intérêt à modifier leur logique et leur stratégie. Donc c'est là que le rôle de l'État est primordial. On l'a vu de poser des conditions sur les aides, c'en est une. Réglementer les règles économiques, c'en est une autre. Réglementer les règles d'opération du trafic aérien, donc de circulation des avions, c'en est une autre, par exemple via des quotas, ou des quotas aussi pour les passagers, hein. Ça peut être aussi, donc comme je le disais, on pourrait imaginer une sorte de billets primes inversés. Donc les billets primes, c'est les billets que l'on offre aux passagers qui voyagent souvent. Et bien là, ça serait quelque chose d'inversé, où en fait on aurait des miles en tant que citoyen, et on disposerait d'un budget de voyage à répartir sur un certain nombre de mois ou d'années, de manière à respecter une sorte de budget carbone par passager. Donc voilà pour les différents axes qui sont proposés par notre collectif. Je voudrais simplement en dire quelques mots. Pascal, si tu veux bien passer au slide suivant. Voilà, de notre collectif PAD, donc, qui veut dire Pensons l'aéronautique pour demain. Nous sommes donc un bref historique, c'est
pour dire que ce collectif a été constitué juste après le premier confinement en 2020, suite aux différentes tribunes qui ont été échangées enfin, au cœur de la crise, où finalement plusieurs organisations et aussi des citoyens, des salariés se sont rendus compte qu'il y avait une convergence très forte autour de ces enjeux de l'aviation et de l'environnement. Et donc, lors d'une soirée qui s'est déroulée le 16 juin 2020, nous avons fait le constat publiquement de ces convergences. Vous pouvez accéder à la vidéo de cette soirée qui avait été tournée par TV Bruit, une TV associative à Toulouse. Voilà. Et donc depuis, nous n'avons cessé de travailler ensemble pour peser. Notre objectif principal, c'est de proposer des alternatives dans le débat public qui est bien monopolisé aujourd'hui par une vision unique, aussi bien gouvernementale qu'industrielle, d'un avion vert qui résoudrait tout, qui permettrait de repartir et de vivre comme avant, et qui est avant tout un modèle capitaliste visant à conserver les intérêts et bien de ceux qui ont voilà, les rênes de cette industrie aujourd'hui, pour maximiser les bénéfices. Voilà, donc on a dans ce collectif ce qui fait notre force et ce qui fait aussi notre intérêt dans le débat public, et on commence à être un peu plus audible, et on l'a vu en particulier lors du sommet qui a eu lieu les 3 et 4 février à Toulouse, où on a proposé on a exprimé à nouveau notre désaccord par rapport à la déclaration qui a été faite. Pascal l'a dit. Donc c'est notre diversité qui fait l'intérêt de ce collectif, puisqu'on le voit avec tous les logos qui sont présents. On a à la fois des organisations pro-environnement telles que Greenpeace ou le réseau Action Climat. On a des riverains des aéroports qui depuis des années subissent les nuisances liées au bruit et à la pollution. On a des étudiants, notamment des étudiants des écoles d'aéronautique qui font le constat qu'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout attirés par l'industrie si elle continue à aller dans la direction qu'elle a aujourd'hui. On a des chercheurs d'Atécopole, donc en particulier ceux qui ont fait le référentiel. On a les mêmes chercheurs que ceux qui ont fait le référentiel ISA et SuperHero dont Pascal a parlé. Il y a des salariés. La coordination CGT de l'aéronautique dont je fais partie, qui regroupe les syndicats CGT des constructeurs, mais aussi des sous-traitants. Le collectif ICAR, qui sont des salariés indépendants, non affiliés à des syndicats. On a aussi des navigants, des pilotes de Solidaire, donc c'est le syndicat Alter d'Air France, et des représentants également du syndicat SNPL, donc le syndicat national des pilotes de ligne. Voilà, donc vous voyez qu'on est, en première instance, on pourrait penser qu'on est un collectif pro-environnement, mais le fait d'avoir des salariés qui, on pourrait dire, mais vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Pas du tout. On propose des solutions qui vont à la fois dans le sens de l'environnement et de l'emploi. Donc, fin du monde, fin du mois, on est exactement dans cette réflexion, et on croit très fortement en des solutions qui peuvent répondre à ces deux aspects. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long. Alors, je laisse la parole à Marie-Pierre. Merci Maxime. Vous avez été long, mais enfin en même temps, on le savait au départ, c'était un sujet qui méritait qu'on s'approprie collectivement. Et ce n'était pas aussi évident, et le travail est complet. Donc, moi, je vais peut-être vous relancer immédiatement parce qu'il y a au moins 2 commentaires qui ont été faits que je vais vous lire. Et vous réagirez là-dessus, vous développerez vos idées. Le premier, c'est les agrocarburants présentent d'énormes inconvénients. Par exemple, l'usage de terre au détriment de la production nourricière, ou encore la déforestation accélérée, comme c'est le cas en ce moment au Brésil.
est-ce que l'un des deux les deux veulent réagir à ce commentaire? Ah ben, là-dessus, Pascal, là, Ouais, le Pascal, commentaire oui. est dans la question, enfin dans le constat. Ouais, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, toutes les projections qui ont été effectuées par les chercheurs et les scientifiques qui travaillent sur le domaine, hein, montrent que de toute façon, cette solution n'est absolument pas opérante. On peut imaginer effectivement qu'il y ait une partie de la végétation qui pousse sur Terre qui puisse être transformée en carburant de synthèse. Tout parce qu'on aura besoin de garder des avions pour faire des vols transatlantiques ou effectivement, on parlait tout à l'heure de la continuité territoriale de la France pour aller en Nouvelle-Calédonie. Alors après, on peut se discuter si la Nouvelle-Calédonie, si la France, c'est une autre histoire, mais enfin sur la Réunion et tout. Mais pour voyager donc lointain, l'avion reste une solution et le faire voler avec des carburants reste la solution au GDO la plus opérationnelle. Mais jamais à hauteur, de toute façon, des besoins tels qu'ils se dessinent à travers les prévisions des compagnies, qui est de doubler et d'amener à plus de 10 milliards de personnes à voyager en avion. Donc, il y a un télescopage total entre, effectivement, la disponibilité des terres arables, qui doivent être réservées principalement pour nourrir la population. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et puis le fait d'utiliser cette même surface de terre pour planter, la plupart du temps, en plus une végétation qui est une végétation non diversifiée. Vous savez qu'un des intérêts de nos forêts et de l'endroit, c'est que ça abrite de la biodiversité, parce que c'est un des autres enjeux, bien évidemment, du réchauffement climatique. Hein. On ne parle pas uniquement de l'anthropocène, ce n'est pas uniquement le fait qu'on fait des gaz à effet de serre, c'est qu'on a attaqué une extinction de masse des espèces aujourd'hui. Et fait de consacrer des dizaines et des centaines de millions d'hectares à produire de la végétation pour faire voler des avions est une pure aberration. Donc, effectivement, il y a une impasse là-dessus dont personne ne sait où on va, sinon que ça n'est pas possible. Donc, ça, c'est clair. Sur les agrocarburants, il n'y a pas de limite. On pourra sans doute utiliser une partie des agrocarburants pour faire voler les avions, mais dans une quantité qui n'est pas suffisante pour continuer le transport aérien tel que les gens veulent nous le faire aujourd'hui. Je peux peut-être compléter un peu la réponse en élargissant un peu. C'est que ce qu'on entend souvent dans le débat public, c'est que voilà, il va y avoir des nouvelles technologies, que ce soit donc au niveau des énergies, que ce soit les SAF, que ce soit l'hydrogène. On raisonne beaucoup au niveau d'un avion quelque part, mais il n'y a pas une mise à l'échelle globale qui est faite. Quelque part, on nous fait rêver en nous disant ouais, c'est un avion qui ne va pas polluer. Alors déjà, cette proposition-là, comme l'a dit Pascal, est soumise à condition, puisque l'avion en lui-même ne sera pas entièrement décarboné. Il y aura toujours des effets, etc. Mais ce dont je veux parler, c'est qu'il y a une notion de mise à l'échelle, en fait. C'est que globalement, que ce soit pour, on l'a vu avec le nombre d'EPR nécessaires pour produire l'hydrogène, c'est juste astronomique. Et donc, rien que le fait de faire l'estimation du nombre de réacteurs nucléaires nécessaires pour produire l'hydrogène qu'utiliserait l'aviation, c'est vertigineux. On se dit, mais c'est pas possible. Donc, il y a quelque part, on entretient un petit peu le mythe de l'avion vert, mais quand on creuse un peu et qu'on fait une mise à l'échelle aussi bien pour les agrocarburants et on voit la limite, enfin, on voit ce que représente la surface de terre qui serait nécessaire pour produire ces agrocarburants et on voit bien que là, il y a un problème. Donc, voilà, dès qu'on met à l'échelle en fait les chiffres et qu'en plus on regarde ça à la lumière de la croissance qui est envisagée par le secteur, c'est juste impossible. Donc voilà, c'est important de non seulement voir on va dire le type de scénario qui est proposé, mais assez rapidement de le mettre aussi à l'échelle plus globale. Et un dernier point pour la partie la plus pointue de nos auditeurs. Il faut savoir que les agrocarburants et le rapport au gaz à effet de serre est une comptabilité carbone. C'est-à-dire que quand un avion qui vole au kérosène de synthèse, par exemple à l'agrocarburant, quand l'avion vole et brûle les agrocarburants, il émet du CO2. Bien d'accord, le seul avion qui n'émet pas de CO2, à la limite, c'est celui qui ne vole pas. Donc, quand on fait voler un avion avec des agrocarburants, il émet du CO2, donc il va augmenter la quantité
de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais par un phénomène comptable, étant donné que cet agrocarburant a été produit de manière renouvelable, c'est-à-dire qu'il peut effectivement, on ne tape pas dans les stocks fossiles d'énergie, on considère que c'est un avion vert. Mais c'est une pure comptabilité. Il faut bien comprendre que l'avion vert émet quand même du carburant. Simplement, le carburant, il est renouvelable dans le sens où, effectivement, étant donné qu'il est issu d'une végétation qui va être coupée et qui va repousser, on estime que quand elle va repousser la végétation, elle va absorber le kérosène, enfin les gaz à effet de serre qui ont été émis pendant le vol. Mais ceci avec un décalage de combien d'années? Donc, il y a aussi ce vrai problème de fond qui est que non, les Sustainable Aviation Fuel, les agrocarburants, parce que vous verrez souvent cet acronyme, les SAF, là, continuent à émettre des effets de serre. Mais par processus comptable, on considère qu'étant donné que ce n'est pas du carburant fossile, on va vers la neutralité carbone, ce qui n'est pas tout à fait vrai pour des raisons de décalage temporel en particulier. Alors là, il y a d'abord une réflexion qui est dit qu'il faut espérer qu'il y ait la même réflexion mobilisation à EDF comme à Airbus. Chacun comprendra. Et d'autre part, la deuxième question qui met l'accent sur la dérive possible qui pourrait s'énoncer ainsi. Les dégâts provoqués par l'usage sans précaution des progrès techniques trouveront leur solution grâce à de nouvelles techniques, autrement dit, la fuite en avant technologique. Comment vous réagissez à ça? C'est le fameux solutionnisme technologique. C'est un vrai débat de fond dans la société qui d'ailleurs tous nous interpeller. Beaucoup de gens réfléchissent aujourd'hui parce qu'il y a une mentalité qui dit mais ne nous prenons pas la tête. Aujourd'hui, on n'a pas la solution technique, mais demain, on l'aura. Alors, par exemple, un des exemples les plus flagrants qu'on connaît depuis de nombreuses années, c'est le nucléaire. Par exemple, le nucléaire émet une quantité de déchets dont on ne sait que faire. Et les gens disent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas traiter les déchets nucléaires, mais on va les mettre de côté. Et puis, par progrès scientifique, parce que l'humanité est une humanité de génie, et ben peut-être que dans 50, 100 ans, 200 ans, on saura arriver à prendre des déchets nucléaires. Donc, pas d'inquiétude, on y va, on continue à produire des déchets, puis on saura les retraiter dans un certain nombre d'années. Et ben, ce raisonnement-là, qui est de toujours mettre la technologie comme étant, et la science comme étant la solution de demain, trouve ses limites. Et les limites aujourd'hui, elles ne sont pas l'impossibilité des hommes à imaginer des solutions. C'est l'urgence climatique qui fait qu'on n'a pas le temps de dire, mais dans 100 ans, éventuellement, on aura trouvé la solution pour rendre l'avion véritablement vert et tout. Ça sera trop tard parce qu'on aura dépassé les 3 ou les 4 ou les 5 degrés de réchauffement climatique. Et là, on ne sera plus dans une logique de dire comment améliorer les choses. On sera dans une logique de comment survivre sur une planète qui est en train de devenir habitable. Donc, effectivement, vous savez, il y a des gens qui imaginent, par exemple, pour le réchauffement climatique, déployer d'immenses capteurs au-dessus de l'atmosphère pour rejeter le rayonnement solaire. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, d'accord, est une impasse. Et on ferait mieux de s'interroger effectivement sur quels besoins avons-nous véritablement besoin de satisfaire avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. C'est ça la vraie réflexion. Vous avez bien pointé. Ah, pardon, vas-y. Je voulais juste compléter, si je peux, Marie-Pierre. Bien sûr. À moins que tu voulais compléter la question, peut-être. Non, je te relancerai sur une autre après. Il y a 2 points que je voulais aborder. C'est d'abord, en fait, on a vu on voit depuis quelques mois en fait qu'on nous vend la neutralité ou le bilan carbone neutre. En fait, et c'est une arnaque. C'est une arnaque qui vise à continuer à polluer quelque part, puisque c'est basé sur le fait que on peut continuer à produire du CO2 à partir du moment où on considère que on a des moyens de compensation. Et comme l'a dit Pascal, c'est des moyens de compensation qui sont très théoriques. Le CO2 qui sera émis dans l'atmosphère, il va mettre au moins une centaine d'années à partir. Donc le bilan, enfin comment dire, la soustraction que l'on fait en disant j'émets tant de tonnes et j'en absorbe tant, c'est une arnaque théorique monumentale. C'est juste quelque chose qui est proposé de manière à ce que quelque part on puisse continuer à produire comme avant, et en plus de ça en laissant le marché réguler, puisqu'en fait c'est ce qu'a dit la COP26, c'est que les tonnes de CO2 vont être régulées
c'est l'imaginaire néolibéral qui pense que tout est régulable par le marché, y compris les quotas. C'est un peu déjà ce qu'on voit avec les quotas carbone aussi. Donc il y a ce point-là. Donc je pense que c'est important en tant que citoyen de se rendre compte que on est passé on est passé de l'idée de limiter le CO2 à une idée de neutralité ou de bilan net. Et ça, c'est quelque chose qui est désastreux, en fait. Il faut vraiment informer autour de nous, en parler. C'est quelque chose que, quelque part, aussi bien le gouvernement que les industries ont réussi, enfin l'industrie et même l'économie de manière générale, a réussi à passer dans le langage et qui est quelque part une arnaque. Ce que je voulais juste dire aussi en deuxième point, je vais essayer d'être rapide, c'est que le solutionnisme technologique, en fait, il a pour principal but j'en ai parlé un petit peu, parce qu'en termes de risque financier, le secteur a intérêt à ce que le modèle économique reste le même. Et donc, si on propose une solution technologique, on reste dans le même modèle économique avec une même perspective de croissance, un même nombre de passagers, et quelque part, on ne traite pas le problème de fond. Enfin, on le voit, hein, nous, justement, on met en parallèle ce qui est proposé par le secteur et les enjeux environnementaux. Donc là aussi, quelque part, on pointe les limites du système. C'est là que l'on voit que voilà, il faut qu'il y ait une autre logique en produisant et un nouveau lien entre la société et les entreprises pour quelque part que les entreprises soient au service de la société et pas l'inverse. Moi, j'avais une autre question, c'est que vous avez bien montré finalement que le schéma de pensée dans lequel on se projetait en termes de développement a explosé, qu'il y a une conscience écologique qui a grandi, que le Covid est passé par là et a encore exacerbé les contradictions qui faisaient jour. J'ai trouvé extrêmement intéressant ce que vous avez dit sur ces jeunes, ces jeunes chercheurs, ces jeunes salariés, étudiants, qui cherchent des alternatives possibles. Moi, je voulais savoir comment vous sentez votre combat dans l'opinion publique sur la place toulousaine, y compris à l'échelle régionale. Moi, je vis pas très loin de chez vous, mais ce qu'on vit du débat, on le vit par la sous-traitance et par la précarité. Et c'est difficile de développer des luttes par rapport à ça. Et l'autre partie de la question, c'est que est-ce que vous avez tissé des liens avec d'autres places aéro, type l'Allemagne, qui est, je pense, le partenariat qu'il y avait sur Airbus? Est-ce qu'il y a des combats proches qui se mènent là-bas, voire outre-Atlantique, du côté des États-Unis? Et comment vous vous projetez dans l'évolution de ce combat? Je vais dire un petit mot, puis Maxime complétera bien évidemment. Sur comment on se situe dans la région du sud-ouest, qui concentre effectivement un certain nombre de trucs. Écoutez, d'abord, je le disais tout à l'heure en introduction, nous vivons à Airbusville, Toulouse. Nous surnommons Airbusville. C'est-à-dire qu'il y a je parlais d'une chape de plomb qui pèse sur l'agglomération toulousaine. Alors, je veux dire par là que Airbus est un tellement gros employeur. Tout est tellement imbriqué entre les services de l'État, la région, l'ensemble des acteurs donc institutionnels et économiques, qu'aujourd'hui, les seules voix qui ont droit de citer en région toulousaine, c'est les voix des industriels relayées par les institutions locales. Et ça, c'est terrible parce que nous, on essaye depuis 2 ans maintenant de faire entendre une autre musique, la musique de fond, qui est de dire, posons, j'allais dire un terme un peu argotique, mais je vais dire quand même, on pose notre cul et on réfléchit, et c'est pas triste, aurait-on dit dans les années 70, autour de l'an 01. Et cette réflexion qu'on essaye d'initier, qui est de dire, prenons le temps de réfléchir maintenant face aux enjeux climatiques, face à ce qui se passe sur le devenir de l'aviation, et Maxime l'a expliqué autour des notions, autour de la diversification, de l'ensemble des réflexions et tout. On est actuellement, on le dit, assez largement inaudible. Dans les milieux institutionnels, on est vécu au mieux comme étant des emmerdeurs, au pire comme étant des ennemis de l'aviation,
voire la cinquième colonne qui veut détruire un tissu industriel local pour des intérêts suspects. Donc, effectivement, actuellement, on a l'impression, par moment, de prêcher un peu dans le désert. Mais, ça, c'est la vision un peu le verre à moitié vide, et tout, mais qu'on vit bien. Il faut être cash entre nous, par exemple. L'autre jour, le petit rassemblement qu'on a organisé dans des conditions complexes à l'aéroport de Toulouse-Blagnac au moment du sommet de l'aviation européenne. En gros, on a rassemblé 50 personnes à Toulouse, alors que vous avez vu tout à l'heure l'aréopage très complet des gens qui ont transformé. Donc, on a la difficulté à embrayer à Toulouse et dans la région toulousaine autour de l'aviation et de transformer les analyses qu'on fait en un véritable mouvement social. Mais effectivement, les indicateurs commencent à bouger un peu. Alors, on parlait de ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, ce qui se passe aussi par les démissions, par les gens qui partent de l'aviation pour des raisons de dissonance cognitive, on peut appeler ça. Hein, et tout ça, ça c'est réellement à l'œuvre. Les élèves dans les grandes écoles qui s'interrogent, etc., une partie de la population qui s'interroge. Donc, on a bien conscience qu'on est dans une procédure de long terme. C'est-à-dire qu'il va falloir que peu à peu, on plante notre petite graine pour que ça réfléchisse. Parce que de toute façon, le réchauffement climatique va s'accélérer. C'est-à-dire ce qu'on parle aujourd'hui qui est encore… C'est un peu comme l'histoire de la comète. Hein. On l'a repérée, on voit qu'elle arrive, mais le temps que ça s'embraye et que ça réfléchisse, on a encore du temps devant nous. Donc, effectivement, actuellement, on ne peut pas dire qu'on soit accueillis comme des rois partout à Toulouse et dit un moment. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le fond du sujet pour effectivement avoir tous les arguments pour répondre aux industriels. Et puis sur la forme, eh ben, petit à petit, on mobilise autour de nous dans les milieux et tout. Pour ce qui concerne à l'international, on en a très peu actuellement. C'est vrai qu'on dit qu'on se sent solidaire des camarades qui travaillent à Seattle autour de Boeing ou à ceux qui travaillent dans d'autres pays sur l'aviation, mais pour l'instant, nos contacts sont très faibles. On a eu quelques échanges au moment des assises de l'aviation, mais à moins que Maxime ne me démente, on a actuellement encore très peu de contacts avec d'autres syndicats ou d'autres salariés un peu partout en Europe ou aux États-Unis. Oui. Alors je confirme, hein, pour l'instant, on n'a pas. Disons que ça n'a pas non plus été notre priorité. Alors il y a eu quelques liens indirects avec, au travers de Stay Grounded, qui était en lien avec des syndicats en Grande-Bretagne notamment, mais bon, c'était voilà, il y a pas eu on n'a pas été beaucoup plus loin que. On a été invité à certains moments à des workshops en ligne pour. C'était Stay Grounded qui organisait ça, mais bon, il n'y a pas eu de suite à ça. Ce que je pourrais ajouter, donc les jeunes, je pense que c'est un angle, comment dire, il y a un nœud autour des jeunes, je pense, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que ils sont ceux qui prennent conscience encore plus que nos générations de l'urgence climatique et de cette dissonance cognitive dont a parlé Pascal. Et on pense que ça, c'est un des talons d'Achille pour notamment les entreprises qui veulent recruter sur des nouveaux secteurs, notamment tout ce qui est numérique, cybersécurité et l'hydrogène, puisqu'il y a cet avion vert à développer. Et là, ils se heurtent à une crise en termes d'image qui est donc un problème d'attractivité pour les jeunes. Et là, on sent vraiment que c'est une difficulté pour le secteur. On voit aussi au niveau syndical, nous, une opportunité pour nous renouveler. Certains syndicats beaucoup d'entre eux ont à juste titre une image un peu productiviste. Certains répondent on est des syndicats de salariés, donc sous-entendu tout ce qui est environnement, on ne veut pas en entendre parler. J'exclus mon organisation de ce discours-là, mais justement, même au sein de notre organisation CGT, on a aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore pleinement d'accord avec disons, cette dynamique de proposer des solutions qui servent à la fois l'emploi et l'environnement. Voilà, donc petit à petit, les mentalités évoluent. Mais personnellement, moi, ce que je pense, c'est que c'est un renouveau. C'est une opportunité que l'on a en termes syndicaux d'amener justement, de sortir un peu de notre image
ancienne, voilà, enfin, qui peut paraître vieillotte vis-à-vis des jeunes, voilà, d'avoir des institutions dans les entreprises pour, voilà, pour négocier des accords qu'on n'arrive pas toujours à, voire pas souvent, à vraiment discuter avec les directions pour euh, euh, voilà, au niveau syndical, aller sur d'autres terrains que les terrains classiques, type manifestation, etc., et d'aller vers des choses qui vont plus dans le sens de l'avenir et d'une réelle réponse aux enjeux environnementaux. Voilà, donc je pense que là, on a une opportunité à saisir malgré nos freins internes, on va dire. Il y a, je pense, une mutation au niveau syndicat sur ce sujet-là et autour de cette population des jeunes. Autre chose, c'est que très récemment, là, dans le PAD, bon, ce qui n'est pas nouveau, c'est qu'on sait très bien que le cadre de l'entreprise est un cadre très contraint. C'est un cadre de peur, puisqu'il y a le lien de subordination qui tétanise les gens, tant pour agir syndicalement que en dehors de l'entreprise pour tout simplement militer, surtout sur des sujets qui sont très sensibles dans la région. Et ce qu'on pense faire, c'est finalement sortir un peu du cadre qu'on a utilisé jusqu'à présent, de nos différentes organisations, pour aller à la rencontre des salariés en dehors du cadre de l'entreprise. Et pour ça, on a émis l'idée d'organiser des réunions publiques. Donc, plutôt que de passer l'information par le biais des syndicats, ou des médias, puisqu'on est assez peu relayé par les médias, c'est finalement d'utiliser d'autres canaux qui sont ceux qui seraient plutôt des canaux citoyens vus de manière plus neutre et qui nous permettraient peut-être d'avoir un relais différent dans l'espace médiatique. Donc, tout simplement d'organiser des réunions publiques et d'aller dans les quartiers ou dans les mairies annexes ou d'autres endroits, et d'utiliser les canaux de communication institutionnels à l'échelle de ces mairies, par exemple, ou de ces territoires, pour toucher de manière, on va dire, plus horizontale et moins oui, enfin, voilà, essayer de toucher plus facilement et sortir un peu de cette sclérose, voilà, qui fait que les salariés sont tétanisés par l'idée de venir parler à des organisations comme la nôtre. Une petite précision aussi qui peut intéresser, parce que là, on est dans un webinaire de Copernic, donc on est intéressé par le mouvement social au sens large du terme. Il ne faut pas nier qu'à l'intérieur même du PAD, on met du temps à se caler entre nous, parce que nous avons des trajectoires, des origines, des rôles les uns et les autres très différents dans la société, dans les entreprises, etc. Et que le PAD est un lieu où on débat beaucoup entre nous. Vous savez, par exemple, le terme de décroissance qu'on utilise un peu là entre nous, c'est un terme très complexe à expliquer encore aujourd'hui, y compris à l'intérieur du PAD. On a des discussions souvent un peu chaudes entre nous sur ces aspects-là du débat. Ça a beaucoup progressé, mais on a vraiment besoin déjà entre nous de progresser. Et on est aidé, c'est vrai, aussi par d'autres initiatives au niveau national. Par exemple, tout ce qui s'est fait autour de Plus Jamais Ça, du collectif national, qui regroupe déjà, est une source d'inspiration pour le PAD. C'est-à-dire de faire ce pont entre fin du mois et fin du monde qui est à l'œuvre, et ça ne se passe pas tout seul. Et moi, le PAD existe depuis 18 mois maintenant, donc c'est un jeune collectif, et on voit bien déjà le chemin qu'on a parcouru entre nous pour pouvoir discuter, mettre dans le même lieu d'échange et d'action des gens aussi différents que les riverains des aéroports, que les pilotes de ligne. Croyez-moi, ce n'est pas tout à fait simple quand même, parce que les positions sont souvent assez éloignées, et pourtant, à l'intérieur du PAD, peu à peu, on arrive à accoucher d'une réflexion collective. Et en ce sens, on est peut-être aussi un petit peu un laboratoire de ce qui peut ou doit se passer dans les années qui viennent dans le mouvement social, faire sortir des précarés, accepter de se remettre en cause, faire des pas de côté, se télescoper,
c'est un gros travail et le PAD en est un peu l'expression, mais ça ne se fait pas tout seul, il ne faut pas le nier. Et voilà, donc c'est quand même un éclairage parce que, alors, quelques autres endroits en France où on a entendu parler, autour de la raffinerie de Grand Puy, par exemple, hein, ou demain autour de la chapelle d'Arblay. Donc, il y a des réflexions en cours dans le mouvement social aujourd'hui, mais elles sont encore dans le domaine des initiatives encore peu relayées globalement, quoi. Donc, oui, il y a un gros travail encore à effectuer. Écoutez, je n'ai plus de questions. Si vous voulez rajouter un mot l'un et l'autre, on prend et puis on va clôturer après. Ouais, j'ai affiché là le dernier transparent qu'on avait préparé, parce qu'une des interrogations qu'il y a, et là, elle va bien au-delà de l'aéronautique. C'est la réflexion de la conscience montante, de la finitude des ressources. Hein. On est dans un monde fini, ça commence enfin à être compris, hein, etc. Et donc, une des interrogations qu'il y a à faire, c'est de dire de quoi avons-nous besoin? Alors ça me rappelle le titre d'ailleurs d'un excellent ouvrage fait par les économistes atterrés, hein, autour des besoins et tout. Et on se dit, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'activité économique et productive de l'humanité doit se retourner vers quoi? Vers quel type de besoin dans un monde qui est aujourd'hui illimité? Donc effectivement, pour satisfaire le besoin de tous, on a besoin de se loger, de boire et de se nourrir, de se soigner, de se vêtir, d'être éduqué, de se cultiver. Et il faut revisiter tous nos projets de société et l'ensemble de nos manières de vivre ensemble à partir de ce prisme-là de la définition des besoins. Et à partir de là, il est nécessaire de se poser la question de l'aviation, parce qu'on en a peu parlé pendant ce webinaire, mais l'aviation est un terrible marqueur social, il faut le savoir, parce qu'on en parle beaucoup à tous parce qu'on fabrique des avions. Mais aujourd'hui, pratiquement 90% des gens qui habitent la planète n'ont jamais pris l'avion. D'accord? Donc, nos petites angoisses de riches, là, par rapport à marde, je ne vais pas pouvoir aller passer mon week-end à Vienne pour aller voir les valses de Strauss ou aller manger une pizza ou de la pasta au pied du Colisée à Rome, c'est des angoisses de pays riches, là. Hein. Donc, il faut, premièrement, avoir la conscience de ça. Et que, deuxièmement, aujourd'hui, on parle de démocratisation de l'aviation. Alors, vous savez, je fais souvent la comparaison, elle va peut-être vous paraître incongrue, mais elle est assez vraie quand même. Quand j'étais jeune, il y avait un sport qui s'appelle le tennis. Et en France, le tennis, il y a peu de gens qui jouent au tennis. Mais il y a eu un dénommé Yannick Noah qui a gagné le Roland Garros. Et à ce moment-là, on a vu en France multiplié par 10 le nombre de licenciés dans le tennis. Et les gens parlaient de démocratisation du tennis. Et c'est rigolo parce que je disais souvent, le tennis, avant, il y avait un médecin ou une profession libérale sur 10 qui jouait au tennis. Et après Noël, il y en a eu 3 ou 4 ou 5 de médecins qui jouent au tennis. Par contre, je n'ai jamais vu les prolos sortir de l'usine avec la raquette de tennis. Et on peut faire la même chose un peu sur l'aviation. Hein, c'est-à-dire, il faut savoir aujourd'hui, un cadre supérieur en France prend 17 fois plus l'avion qu'un ouvrier. D'accord? Et que, donc, Johan Demolly, qui est un des chercheurs qu'on avait invité aux assises de l'aéronautique en septembre, a expliqué que l'aviation s'est banalisée, mais pas démocratisée. Et donc, l'aviation reste un marqueur social terrible. Et donc, là aussi, c'est bon de le remettre en perspective pour bien comprendre que les gens qui vivent dans l'Afrique subsaharienne ou les gens qui vivent dans des territoires en déshérence de la République française ne sont pas des gens qui s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne peuvent plus prendre l'avion à cause du réchauffement climatique. De toute façon, ils ne prenaient déjà pas l'avion. Il faut en avoir conscience. Donc, l'avion est aussi un marqueur social. Et donc, il faut s'interroger à partir de là, avons-nous besoin, autant qu'on nous le dit, de produire des avions pour quelle utilité sociale? Et ça, c'est une des questions de fond qu'il est très difficile d'aborder, bien évidemment, dans les milieux de l'aéronautique. Maxime, un commentaire? Non, merci Pascal pour la réponse. Ouais, non, je pense que c'est cette précision plutôt. Non, moi, j'ai pas de choses à ajouter. Bon, ben, si vous en êtes d'accord, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. On a enregistré donc le webinaire, on va le mettre sur les réseaux sociaux et je pense qu'on sortira une contribution écrite de vos interventions et on prolongera ce débat qui de toute manière va prendre de plus en plus de place.
Voilà, ben, merci à On tous. Et l'espère. d'abord, merci à vous. Merci Marie-Pierre d'avoir organisé ce webinaire. Merci à Copernic. À très vite. Bonne fin de Merci journée à tous et bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Coucou. Bye bye.